Bonjour, je m'appelle Julia Duchâtel, je dirige les éditions du Passage. Je voulais remercier Gallimard dans un premier temps d'organiser cette rencontre virtuelle qui permet de venir vers vous et de présenter la rentrée littéraire des éditions du Passage. J'en profite en premier pour vous parler d'un livre qui nous tient vraiment à cœur aux éditions. Il s'agit du Bestiaire 1 de Serge Bouchard, qu'on a publié aux éditions du Passage il y a plus d'une dizaine d'années avec sa femme Marie-Christine Lévesque qui nous a quittés l'été passé. Et j'aimerais rappeler que Marie-Christine a dirigé les éditions du Passage à mes côtés de 2001 à 2009. Et c'est vraiment avec elle que j'ai fait mes classes comme éditrice. Et ça a été un projet très important pour nous, où on est allé chercher l'illustration, où Marie-Christine a amené énormément de poésie dans le texte de Serge. Et je suis vraiment fière et contente qu'on republie ce texte cette année. Et pour nous, de pouvoir ressortir le bestiaire, c'est une manière de les garder un peu près de nous. Un des plus beaux commentaires qu'on a eu quand on a sorti les bestiaires, c'était des parents qui venaient vers nous en nous disant qu'ils avaient lu ce livre avec leurs enfants, qu'ils avaient découvert en même temps que leurs enfants un paquet d'histoires de patrimoine, d'histoires naturelles. Et je pense que c'est vraiment lorsqu'on a publié Bestiaire que j'ai eu la pensée qu'on pouvait faire ces livres décloisonnés. Et ça a pris plusieurs années, presque 10 ans en fait, pour qu'accouche la collection Famille. Et donc, le troisième titre de cette collection va paraître cet automne. Il s'agit de L'univers bleu d'Anouka par Vida Simon. Parfois, il y a des moments magiques dans la vie d'un éditeur. On a reçu ce manuscrit de Vida qui nous présentait ce petit personnage, Anouka, qui fait une collection d'objets bleus. Vida est artiste et ce sont des dessins vraiment éblouissants, des œuvres d'art à chaque page qui nous amènent dans les aventures de cet enfant qui fait une collection d'objets bleus. Ça paraît si simple, ce geste posé, mais en fait, on est dans la fondation de la vie d'une artiste qui est de regarder le monde avec un œil qui lui est particulier, qui lui est propre. Et on aborde cette fois-ci dans notre collection le thème de l'imaginaire et de ce qu'est être un artiste, développer cet imaginaire pour aller vers la créativité. Et c'est vraiment une aventure magnifique. On est très fiers de vous la présenter et que vous fassiez la rencontre de cette Anouka. Et d'ailleurs, il y aura probablement des activités avec Vida aussi. Vida Simon, qui est une artiste vraiment fascinante, qui fait de la performance, des installations. C'est vraiment une artiste vraiment incroyable à découvrir. J'ai hâte que vous puissiez tenir ce livre entre vos mains. Et finalement, je vous présente Vivarium, un recueil de poésie d'Anna Babi. Il s'agit d'un premier recueil. Anna Babi est un pseudonyme. Anna est une comédienne qui termine un baccalauréat en littérature. Elle a choisi de publier sous pseudonyme. Ça fait 10 ans qu'elle fait carrière en cinéma, en télé, au théâtre, et elle a décidé pour la première œuvre, qui était sa propre création, de travailler de cette manière-là. Donc, il y a un petit peu de mystère qui entoure ce titre. Vivarium est un titre que j'ai trouvé vraiment fascinant, d'une jeune auteure et qui porte une réflexion avec beaucoup de colère sur l'être femme et ce qu'on accumule en fait ou ce qui va d'une génération à l'autre et qui est en nous sans qu'on s'en rende compte nécessairement. Je trouve qu'elle fait preuve d'une grande lucidité à son âge et je suis assez frappée par son écriture et par sa sensibilité et son expérience par laquelle elle nous transmet quelque chose qui, en fait, moi, m'a pris beaucoup plus de temps qu'elle à reconnaître et à sentir. Alors, je vous lis quelques pages parce que je pense que la poésie, ça se lit plus que ça s'explique. Voilà. Ah, les filles, je vous prends toutes dans mes bras. Je recouds nos ailes et nos cuisses avec la grosse corde de boucher. Volée entre deux plumages, je rassemble vos cheveux en 3 milliards de grandes tresses. Je vous fais des crêpes. Nous devenons une bouillie multicolore, avec une odeur de terre, de sang, d'écorce. Nous ne portons qu'une peau et rien ne nous résiste. Oui, nous sommes des tulipes qu'on arrose d'essence, des branches de sapin dans l'air de juillet. La poudre brune sous les bottes de cow-boy ou les coccinelles rivées à vos fenêtres, mortes de peur et d'innocence, mais rivées comme des gouttes de sang qui ondulent et qui roulent à vos fenêtres sales, vos vitres d'automne. Les voici, les scorpions dans vos cœurs, les monstres polis, les petites chattes de porcelaine. Alors voilà, c'était la présentation très courte, mais dense et intense, je l'espère, des éditions du Passage cet automne. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle rentrée et merci d'avoir été là et au plaisir de vous voir en chair et en os. Bonjour, mon nom est Étienne Beaulieu, je suis directeur littéraire des éditions Nota Bene.
Cher libraire, qui est si important dans nos succès présents et futurs, je suis très heureux de vous présenter notre programmation d'automne à Nota Bene. D'abord, on est très fiers d'avoir remporté le gouverneur général avec Frédéric Bernier Antise. C'est pour nous un couronnement de 20 années d'efforts, en fait, qui arrive à fruit, qui arrive en fait à maturité maintenant. Et c'est dans la foulée de ce prix-là que je vais vous présenter les titres phares, en fait, qui sont placés sous le signe de la mémoire et du présent en même temps. Donc, premièrement, on a un titre extraordinaire. J'ai la chance, comme éditeur, d'avoir sous les yeux, depuis quelques années, les manuscrits de Nicolas Lévesque, qui est un des grands essayistes qu'on a au Québec et un de ceux qui je crois, porte l'héritage de l'essai littéraire à son plus haut degré de compréhension, de connaissance, puis de fusion du sujet et de la langue. Nicolas Lévesque, donc, nous présente Ptoma, et il va vous en glisser lui-même quelques mots ici. Alors, il y a 2 ans, j'ai publié Fora sur ma pratique de psy. Et j'ai eu la surprise de trouver une forme qui pouvait faire le pont entre différents lectorats, autant plus érudits que plus populaires. Et pour moi, ça a été quand même un tournant dans mon écriture. Et puis, je reviens 2 ans plus tard, donc avec Ptoma, qui est la suite de Fora, mais qui est pas obligé d'être lu après. On peut lire Ptoma en premier, ensuite Fora, ça n'a pas d'importance. Mais c'est la même forme littéraire que j'explore encore. Et donc, c'est des livres qui sont pleins de petits fragments qui peuvent être de 2 lignes, comme de 3 pages, là, qui s'enchaînent et puis qui sont des ponts justement à différents univers. Entre autres, surtout mon univers de psychologue, donc c'est ma pratique clinique qui est la source de mon écriture. Mais aussi, j'ai intégré une autre de mes pratiques qui est une pratique de parole, par exemple à la radio. Donc, il y a une certaine oralité dans le livre qui se transmet dans l'écriture, qui, je crois, peut-être que c'est ça qui rend mon écriture plus accessible peut-être qu'avant et qui intéresse différentes personnes. Donc, pour les libraires, c'est intéressant de voir que c'est des livres, en tout cas un cycle littéraire qui peut se retrouver dans différentes sections d'une librairie. Là. Ça peut être aussi bien être vendu en essai littéraire qu'en sociopolitique, qu'en psychanalyse, qu'en psychologie, qu'en croissance personnelle. Donc, je laisse aux libraires le talent de voir où vous allez mettre les livres puis comment vous allez faire circuler différents lectorats là, pour aller lire ça. Ptoma, ça veut dire tomber en grec ancien. Fora voulait dire porter, donc je continue un peu le même principe. Et tomber, c'est franchement fascinant. Je me suis perdu dans cet univers-là, dans un monde où il faut être bien élevé, où il faut s'élever supposément, comme la religion nous disait, mais s'élever socialement. Alors tomber, c'est plutôt l'autre partie de la vie humaine, c'est tomber en amour. Par exemple, c'est tomber au combat, c'est tomber malade aussi, et donc il y a toute une section sur ma pratique pendant la COVID, au téléphone avec mes patients là, de chez moi, par exemple, plein de vignettes cliniques, par exemple, sur tomber enceinte, des femmes qui vivent des choses autour de cet enjeu-là. Ça peut être aussi tomber dans les bras de Morphée, donc il y a plusieurs petites vignettes sur les rêves de mes patients. Donc ça vous donne une idée de l'esprit. Et j'espère en tout cas que ça va continuer à s'élargir, cette forme littéraire-là. Ça se peut que j'en fasse un 3e, un 4e, on verra. Mais là, je suis sur quelque chose, là, donc j'ai bien hâte qu'on s'en parle et que ce soit un dialogue qui commence et qui continue de livre en livre. On a aussi cet automne un autre livre qui se place un peu sous le même signe que celui de Nicolas Lévesque, c'est-à-dire de la mémoire, parce que Jérémy McEwen nous a confié un manuscrit extrêmement important, je pense, parce que il nous parle de son père, le peintre Jean McEwen, qui est un des peintres les plus importants de l'histoire contemporaine du Québec, et c'est une lettre qu'il adresse à son père, décédé aujourd'hui, mais c'est l'occasion de faire le bilan de l'histoire du Québec des 75 dernières années, donc Révolution tranquille comprise. C'est le moment de dire, est-ce que c'est un héritage qui doit se poursuivre dans le futur, ou est-ce qu'il y a des choses à conserver puis d'autres à réinventer complètement? Et c'est là où c'est un dialogue absolument fascinant que ce livre de Paysages barbares, qui est le titre d'une des toiles de Jean McEwen, que son fils Jérémy McEwen reprend dans ce livre essai, lettre, qui est un peu indéfinissable et qui, je pense, par son indéfinition même, est un grand essai littéraire.
On a à Nota Bene aussi un collectif qui risque d'intéresser un public extrêmement large, qui s'appelle Mythologie québécoise, qui est une façon de faire, je dirais, l'auscultation de l'âme québécoise aujourd'hui. Par exemple, on va toucher à toutes sortes de choses qui sont de l'ordre des mythologies qui constituent apparemment le Québec et qu'on oublie qui sont des choses très québécoises. Exemple, le coton ouaté. Nicolas Lévesque va toucher au coton ouaté. Par exemple, on a Camille Gascon qui va toucher au magazine Véro. Pourquoi Véro a-t-elle un tel succès dans l'espace médiatique québécois? Il y a une raison profonde à tout ça et on va ausculter ça dans la foulée des mythologies de Roland Barthes. Mais ce sont des essayistes, donc ils vont parler par exemple du Tim Horton, de toutes sortes de choses qu'on croit souvent être profondément québécoises et qui en fait sont souvent nord-américaines, canadiennes, mais aussi profondément québécoises dans certaines zones un peu inattendues. Donc c'est un espèce d'hommage au Québec à sa différence, à sa manière d'être en Amérique du Nord, mais aussi à l'essai littéraire en même temps. Et j'aime particulièrement ce collectif-là parce qu'il nous dit que l'essai littéraire est peut-être ce que le Québec a de plus singulier, de plus à lui. Et c'est malheureusement encore méconnu. Et si je vous donne la mission de faire connaître cet héritage extraordinaire de l'essai littéraire québécois. Donc, je laisse la parole à Marie-Julie Flagottier qui va vous indiquer quels sont les titres phares de Triptyque à l'automne 2021. Bonjour, je suis Marie-Julie Flagottier. Je vous présente l'automne de Triptyque qui vous réserve des œuvres littéraires marquantes signées par des voix uniques et fortes en fiction et en poésie. D'abord, Triptyque lance la saison avec un roman passionnant et ingénieux écrit par Christine Daff qui s'intitule La Leçon. C'est un roman qui se lit comme un thriller psychologique et qui raconte une fascinante histoire de vengeance au féminin. Plusieurs thèmes importants se trouvent en filigrane du texte, mais surtout la brûlante notion de consentement. Avec La Leçon, Christine Daff nous offre une plume totalement maîtrisée et une brillante psychologie des personnages. À travers des changements de ton et de point de vue, et avec de très bonnes doses de suspense et d'humour, l'écrivaine a la faculté de nous captiver, de nous surprendre, de nous émouvoir. C'est un réel plaisir de lecture. Le rythme est dynamique, traversé par une intrigue originale, pertinente et parfaitement calibrée. Christine Daff est ici pour vous présenter son roman La Leçon. Mon roman, vous l'ouvrez, vous commencez à le lire et tout de suite, vous suivez Thomas. Thomas, c'est un homme dans la cinquantaine, un ministre. Il vient de recevoir une lettre de Sophie, avec des instructions et des menaces. Sophie est une femme dans la trentaine. Elle fait chanter Thomas qui a abusé d'elle. Les instructions dans la lettre sont les suivantes. Il doit visiter un site, un blog. Il doit lire les textes qui sont publiés dans le blog et ceux qui seront publiés. Il y aura 9 publications en tout, une par chapitre. Il doit repérer les montants qui sont mentionnés dans les textes et il doit payer ces montants en ligne. S'il ne respecte pas les dates limites qui sont indiquées à la fin de chaque publication, Sophie mettra ses menaces à exécution. Elle racontera aux médias ses inconduites, ses dérives sexuelles. Vous suivez Sophie à travers lui. Sophie dans ses souvenirs, Sophie selon ses lectures. Dans ses textes, Sophie met le doigt sur ses apprentissages du oui, du consentement. Ses apprentissages du faux soi, de l'art de ne pas être soi-même. Elle montre l'adulte qu'elle est devenue grâce à ses apprentissages. Cet adulte qui a été incapable de se défendre, qui a eu l'air d'être consentante. À mon sujet, à propos de mon parcours littéraire, j'ai publié de la poésie et quelques nouvelles dans des revues. J'ai publié mon premier roman en 2017, Les Gammes, aux éditions À l'étage, et mon deuxième roman, La Leçon, qui est tout beau, paraîtra cet automne aux éditions Triptyque. Je vous souhaite une bonne lecture. Nous allons aussi publier la magnifique traduction en français d'un roman queer de l'écrivaine Larissa Lai. Un roman à l'intersection des identités chinoises et canadiennes, des littératures féministes et lesbiennes,
du cyberpunk et de la science-fiction. Le livre est traduit par Sylvie Bérard et Suzanne Grenier. Toujours en fiction, nous aurons le deuxième roman de Marie-Christine Boyer. C'est un livre qui raconte un voyage, une quête en terres et mers inconnues. C'est un récit maritime et onirique. Enfin, du côté de la poésie, deux nouvelles voix importantes. Deux poètes dont c'est le premier livre, mais qui ont déjà une très belle carrière artistique à leur actif. Victor Bégin et Nicolas Boulris. Donc, Victor Bégin et Nicolas Boulris, deux poètes aux démarches singulières à découvrir chez Triptyque. Ça clôt les livres de la rentrée de l'automne de Triptyque. J'espère que vous allez apprécier vos lectures et vos découvertes. Merci pour votre écoute et bonne rentrée. Bonjour, mon nom est Florence Falgueret. Je suis directrice littéraire de la nouvelle maison d'édition, La Maison en Feu. Je suis Justine, directrice artistique et éditrice à La Maison en Feu. Et moi, c'est Jeanne Simoneau. Je suis la directrice des opérations dans l'équipe. La Maison en Feu, on publie majoritairement de la fiction, donc des romans et des nouvelles, mais on publie également de la poésie et du théâtre à raison de 4 titres par année. Les auteurs qui publient chez nous, c'est des gens qui vont apprécier le côté artisanal du travail qu'on fait et qui aiment aussi la petite équipe qu'on constitue. La plupart des auteurs qu'on publie, ce sont des gens qui n'ont pas eu d'expérience d'édition au préalable, mais qui ont déjà un pied dans le milieu littéraire, soit en ayant participé à des événements, des soirées de lecture de poésie, mais des gens aussi qui ont publié dans des revues telles que Moebius, Nyx ou Estuaire. À La Maison en Feu, on publie des auteurs qui sont, selon nous, des voix fortes qui se caractérisent par des styles distinctifs. On aime ça quand les textes sont éclatés, quand justement il y a un mélange entre les genres. On aime ça vraiment les trucs qui sont hors des sentiers battus, mais l'idéal pour nous, c'est de vraiment faire en sorte que l'éclaté soit le plus appréciable par un plus grand nombre de personnes possible. En étant nous-mêmes des éditrices assez jeunes, on s'intéresse aussi à des auteurs qui ont quelque chose à dire de notre génération et de notre façon d'expérimenter le monde. Donc ça, nécessairement, ça teinte notre catalogue. Nous allons vous présenter aujourd'hui 4 titres de notre catalogue. Le premier s'intitule « Éventrer le bois ». C'est un recueil de poésie de Émilie Penneau, une jeune autrice de la Côte-Nord. Éventrer le bois parle de thèmes assez difficiles comme les violences sexuelles et la résilience. C'est une poésie qui est très crue, proche de l'oral aussi, mais toutefois qui est très imagée et accessible aux lecteurs et lectrices. Éventrer le bois, c'est un livre qui va plaire à ceux qui cherchent à lire une prise de parole poignante. Le deuxième livre, c'est « Les femmes que j'aime ne font pas de bicyclette » d'Anthony Lacroix, un auteur né à Sherbrooke et habitant à Rimouski. C'est un livre qui est vraiment une forme éclatée. C'est un roman par récit. Les récits nous plongent dans des anecdotes de la vie ordinaire qui vont beaucoup explorer l'imaginaire du narrateur de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. On va rencontrer les héros de l'enfance comme les cow-boys, les astronautes, puis plus tard des références littéraires et au cinéma. C'est un livre vraiment sympathique dans lequel le lecteur et la lectrice peuvent se reconnaître. Notre troisième titre s'intitule Température pièce. C'est de l'autrice Sophie Marcotte, nouvelle autrice. Ça raconte l'histoire d'une jeune narratrice étudiante en philosophie qui navigue entre ses différentes relations assez difficiles, entre sa mère, sa copine Léa, ainsi que son ami d'enfance Lucas. C'est un roman anachronique qui raconte les différents traumas qu'a vécu la narratrice durant son adolescence. Notre dernier titre, c'est Orange Péco de Benoît Bordelot, un auteur qui est originaire de l'Outaouais et qui dépeint beaucoup le quartier Hochelaga-Maisonneuve dans son roman. C'est un roman par fragments. C'est un roman qui raconte le deuil du grand-père. Le narrateur se souvient des moments qu'il a passés avec lui, des lieux qu'ils ont visités ensemble. Le roman est également entrecoupé des déambulations et de la flânerie du narrateur dans la ville de Montréal. C'est un roman très personnel qui est écrit dans un style qui tend plutôt vers l'universel. Donc, ça fait le tour de notre catalogue. Merci beaucoup pour votre écoute et en tant que nouvelle maison d'édition, on compte sur vous pour faire découvrir nos titres à de nouvelles lectrices et de nouveaux lecteurs. Bonjour, je suis Annie Goulet de chez Héliotrope. Et Olga Duhamel-Noyer de chez Héliotrope. Nous sommes ravis d'être là aujourd'hui pour vous présenter notre rentrée. 4 livres, 3 romans et 1 essai. Honneur aux nouvelles voix pour ouvrir la rentrée d'automne. Nous avons le plaisir d'accueillir une nouvelle auteure dans la maison. C'est aussi une voix que vous connaissez puisqu'en 2018, elle avait publié Mère d'invention, un premier roman qui avait fait du bruit. Pour cette rentrée, Clara Dupuis-Morancy arrive chez Héliotrope avec un roman puissant, ambitieux, un roman qui, surtout, a les moyens de son ambition.
Le livre s'intitule CDX et je parie qu'il ne vous laissera pas indifférent. Le roman raconte avec générosité le parcours singulier d'une femme dans la connaissance. Et vous verrez que Sadie soit penchée au-dessus de son microscope dans le laboratoire où elle est chercheuse ou que Sadie s'encanaille dans les bas-fonds d'un club queer de Marseille, c'est la même acuité du regard et de la pensée que parvient à montrer Clara Dupuis-Moranti. Je te laisse nous en dire un peu plus sur cette Sadie et sur ton livre, chère Clara. CDX, c'est un livre sur la réinvention. On vit dans la tête d'une femme qui étudie les virus géants, les pandoravirus qui existent dans la nature et qu'on a découvert dans les années 2010 et dont, en fait, le code génétique nous met face à un jamais vu dans le domaine de la science, une sorte de boîte de Pandore. Sadie est quelqu'un qui, à 25 ans, a quitté sa ville, a quitté son pays, a quitté sa famille, a tout quitté pour suivre son mentor, François Régnier, à Marseille. Et elle se conçoit comme ça, comme quelqu'un qui peut tout laisser derrière pour se réinventer ailleurs. Et donc, elle partage maintenant sa vie entre le microscope et la rigueur de la science et les endroits où elle va se défaire momentanément de sa structure dans le corps collectif de la danse, au bar du SCOM, le bar de son amie Véronica, ou quand elle se fond dans les playlists de Molly, ou encore quand elle laisse la défonce l'amener dans des voies neuronales qui lui seraient autrement inaccessibles. C'est ça qui a donné son rythme au livre, c'est l'alternance entre cette écriture plus cérébrale et une écriture psychédélique de la déformation, de la perte des limites et même du délire. Sadie vit à travers le désir, la singularité des autres. C'est ça que lui apprennent les virus, c'est à vivre en parasite, dans le fond. C'est-à-dire à dépasser l'enveloppe de l'individuel pour exister par association. Un jour, elle reçoit un appel de Montréal qui la ramène dans une ville où elle n'est jamais retournée, la confronte à une famille qu'elle a désertée. Et loin de la vie qu'elle a choisie, elle devra se pencher sur un nouveau spécimen de pandoravirus qui remet en question à peu près toutes les connaissances, toute la machine de savoir qu'elle a pour le comprendre. J'ai écrit CDX comme un roman de désapprentissage, c'est-à-dire plutôt qu'un livre qui montrerait comment les expériences, les événements de notre vie consolident notre personnalité, construisent notre singularité. J'ai voulu explorer le processus inverse où un personnage suit son désir de savoir jusqu'à se perdre, jusqu'à se défaire soi-même. CDX, c'est l'histoire d'une relation avec l'inconnu qui amène le sujet à désapprendre ce que c'est de penser, ce que c'est de vivre, pour que la pensée prenne corps, pour que la pensée s'incarne. 4 ans après L'Embaumeur, Anne-Renée Caillé nous revient et poursuit son projet littéraire, qui est un projet littéraire vraiment singulier, fascinant, qu'on pourrait qualifier de docu-fiction. Alors, dans ce projet, une narratrice, et je veux pas nécessairement dire que c'est la même narratrice dans les deux livres, mais je dis pas le contraire non plus, une narratrice va à la rencontre de l'autre pour finalement se rencontrer elle-même, dans un style sobre qui laisse toute la place aux langues ésotériques qu'elle accueille. Anne-Renée, finalement, explore le cosmos autant que l'intime et on est ravis de mener l'enquête avec elle. Alors maintenant, Anne-Renée Caillé elle-même va nous parler de ce deuxième livre, Voyance. Alors, Voyance commence avec la visite de la narratrice Anne à un cartomancien en 2017. On lui avait demandé un texte sur sa vision de la sorcellerie. Or, elle n'avait pas de vision de la sorcellerie, alors elle se dit que cette expérience lui en fournira une. Et elle se dit par la suite, pourquoi ne pas écrire un livre à partir de plusieurs voyances. Tout à coup, dans sa vie, elle a envie qu'on la raconte de façon spéculative. Elle a envie de s'exposer à des inconnus qui ont leur vision d'elle. Elle a envie d'entendre leur langue, mais surtout des récits qui la concernent, mais qu'elle ne connaît pas d'avance. Personne ne connaît évidemment son futur avec certitude, mais à ce moment-là, dans sa vie, elle n'en voit pas les contours de ce futur, outre l'écriture qui est une donnée stable, mais qui est, si on veut, suspendue dans sa vie depuis qu'elle est devenue mère. Les cartes, d'ailleurs, le signalent. Elle est arrêtée, elle est fatiguée.
Elle n'est pas désespérée, par contre, il ne s'agit pas de suivre à la lettre les avertissements ou d'attendre que les promesses en surnombre se matérialisent. C'est surtout le processus d'écoute, je crois, qui remet en marche quelque chose. Cet aller-retour du dialogue intériorisé entre les voyances et la vie, qui vont donc déplacer le corps, déplacer l'esprit. D'ailleurs, on lui avait dit que le déplacement de la matière était vraiment sa clé de voûte. Il y a des motifs dans les voyances qui vont revenir et la forcer à réfléchir, par exemple à la maternité, aux conditions de l'écriture dans sa vie, à la façon d'habiter une maison. Et il y a aussi, on lui dira aussi de ne jamais quitter le lac. C'est d'ailleurs près du lac qu'elle va écrire les petites voyances du quotidien qui vont s'imposer à elle. Et donc, il y a cette alternance entre ces petits récits de soi et les récits des voyances. Et les petits récits de soi concernent autant le présent que le passé, comme s'il fallait passer par là pour avoir une vision plus stable et plus franche du futur. Le nouveau livre de Martine Delvaux s'appelle « Pompière et pyromane » et vous l'aurez deviné, il parle de feu. Des feux à éteindre de toute urgence parce qu'ils risquent de nous consumer, mais aussi des feux à entretenir parce que c'est une rage et une colère salutaire qui les a allumés. Le livre s'ouvre justement sur les feux qui ont ravagé l'Australie et la Californie récemment. Et pour autant, ce n'est pas un livre de désespoir. En fait, on sent partout dans ce livre-là un appel à l'éveil, à la mobilisation. Et en fait, comme tous les livres de Martine, c'est un livre d'amour. Pour nous parler de ce beau livre où elle nous invite à la pensée et à l'action, voici Martine Delvaux. Alors, j'ai pensé Pompière et pyromane comme la suite de l'essai que j'avais écrit il y a quelques années, Le monde est à toi, qui était une lettre d'amour à ma fille qui portait sur la transmission féministe. À l'époque, elle avait 14 ans. Aujourd'hui, elle en a 18 ans. Au moment où j'écris Pompière et pyromane, elle est à la veille de son anniversaire, cet âge dont on dit que c'est l'entrée dans le monde des adultes, avec devant elle un horizon qu'on connaît tous, qui est l'horizon de la crise climatique. Et donc, essayant d'écrire cette suite au monde est à toi, je me suis retrouvée à penser, à revoir un commentaire que j'avais lu sur Facebook qui portait sur moi. Un garçon avait dit que je lui donnais l'impression d'être une pompière pyromane. Je suppose que c'était une insulte, mais je l'ai pas du tout pris comme une insulte, je l'ai vu comme une invitation. Et je me suis dit, c'est une histoire de feu, cette affaire-là. Il faut que je lui donne le feu, il faut que je lui transmette le feu du militantisme, le feu de l'amour, la passion, en lien avec, évidemment, ce feu terrible qui est celui du réchauffement climatique. Et donc, j'essaie de donner le feu à ma fille et aux jeunes de son âge en proposant une lignée de femmes en feu, de jeunes filles en feu, de femmes en flammes, depuis Jeanne d'Arc jusqu'à Greta Thunberg, Autumn Pelletier, en passant par les sorcières, les suffragettes, des peintres, des écrivaines, évidemment. Voilà, c'est ça, Pompière et pyromane. Je vais vous lire le tout début. Et maintenant, comment faire? Comment continuer à vivre quand vivre semble insensé? Comment continuer à espérer quand le temps est lourd et que l'horizon est bouché? Comment continuer à respirer? Comment continuer à rêver? Comment continuer à écrire? Pourquoi se battre quand la lutte semble perdue d'avance? Que peut-on dire pour redonner confiance? Que peut l'amour, mon amour, devant la fin du monde? C'est avec une fierté toute particulière que je vous présente ce dernier livre de la saison, celui de notre propre directrice littéraire, Olga Duhamel-Noyer. Et en plus, c'est un autre livre qui nous appelle à la révolution. Olga brosse dans ce livre-là un portrait chatoyant, non pas de la révolution elle-même, mais du chemin qui y mène, avec son style acéré, lucide, économe, mais aussi pas dénué d'humour. Mais l'œil averti va trouver dès le début des indices que le vernis craque, que la structure est un peu chambranlante. En fait, Olga, dans ce livre, plante le décor et nous révèle son envers. Le roman s'intitule « Une autre vie est possible ». On a bien besoin d'en rêver ces jours-ci et pour nous inviter à le faire, Olga Duhamel-Noyer. Merci beaucoup, Annie. Une autre vie est possible, c'est un roman qui parle du militantisme au Québec à la fin des années 70. Le livre raconte le rêve que caressaient alors Micheline et son fils Valérie d'un monde meilleur, plus juste. Dans leur appartement montréalais, la lutte s'organise. Micheline est chef de cellule et les réunions s'enchaînent, les soirées en solidarité avec les Chiliens, avec les Argentins se multiplient.
La ferveur des camarades est totale et le jeune Valéry espère, peut-être plus que les autres encore, la révolution. Quand sa mère se met en couple avec José, bon danseur de salsa et communiste lui aussi, la vie joyeuse des militants continue sur un même rythme endiablé. Micheline se présente aux élections et tout le monde redouble d'ardeur pour coller des affiches et distribuer des tracts. Valéry sait se rendre utile et José donne un coup de main aussi. Les années radieuses passent ainsi jusqu'à ce que, comme cela peut arriver dans les couples, Micheline décide de rompre avec José. Et là, ça va être un point de bascule parce que José refuse totalement la séparation. Micheline et son fils vont donc devoir fuir l'homme éconduit qui ne veut rien entendre et qui va les traquer encore et encore. Une autre vie est possible, c'est un roman qui parle de la chaleur et de l'espoir révolutionnaire du peuple de gauche, mais c'est aussi un roman qui veut raconter comment cet espoir fou, grandiose même, peut être piétiné par la violence domestique la plus ordinaire. En plus de fêter ces 4 superbes nouveautés, on célèbre aussi chez Héliotrope cette année nos 15 ans. Alors, on a très hâte de vous retrouver cet automne pour célébrer avec vous. Merci de nous avoir écoutés. Mon nom est Rodney Saint-Éloi, éditeur de Mémoires d'Encrier. Et moi, je suis Yara El-Gadban, éditrice chez Mémoires d'Encrier. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter 9 merveilleux titres pour la rentrée littéraire de Mémoires d'Encrier à l'automne. Rodney Saint-Éloi va vous présenter les titres autochtones. Et puis aujourd'hui, moi, je vais vous présenter 3 ou 4 titres absolument extraordinaires. Donc, pour commencer, j'ai le bonheur de vous présenter le 2e recueil de poésie de Elkana Talbi, Pomme Grenade. Écoutons Elkana Talbi parler de son recueil dans ses propres mots. Alors oui, c'est Elkana Talbi. Je vous parle de mon recueil Pomme Grenade. Alors, Pomme Grenade, c'est l'amour comme une forme de remède à l'errance. Comment je me construis face à celui que je désire, mon corps qui goûte l'ailleurs. Est-ce que je peux aimer et oublier la famille, la pression, et quand tout autour explose, l'amour interdit, devient un refuge. Voici 2 extraits de Pomme Grenade. Toute la poussière ne retombera jamais. Prisonnière de ce ciel à gagner, elle trouble l'espace. Opaque est la haine. Si j'ouvre les yeux, ils brûleront. Alors, aimons-nous aveuglément. Mes cuisses sarrasinent, couvertes de canola. Je me suis faite violence pour te porter. My jean kind of love. Pomme Grenade, eh bien, c'est moi qui tente de me libérer mon corps, mon cœur, aller vers l'amour sans me trahir. Un récit fort de la saison de Mémoires d'Encrier, c'est Anatomie de ma honte de Tessa Mequat, dans une traduction de Chloé Savoie-Bernard. Chloé Savoie-Bernard qui travaille beaucoup sur le corps et qui travaille sur ce récit absolument extraordinaire qui porte sur le corps des femmes racisées. Je cède tout de suite la parole à Chloé pour vous en dire quelques mots. Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter la traduction de Tessa Mequat. En anglais c'est Shame on Me, en français Anatomie de ma honte. Donc c'est une auteure d'origine guyanaise, canadienne, mais qui vit en Grande-Bretagne. Puis c'est un essai à l'intérieur duquel elle repense à son histoire, à l'histoire de son cœur, de son corps hybride. Puis elle parle de toutes les parties de son corps, de la tête, de les fesses, des os, du cul. Donc c'est vraiment un livre charnel, un livre à la fois personnel qui va vers l'universel, qui réfléchit au racisme, mais de façon très incarnée. Donc je vais lire un petit extrait peut-être pour mettre les choses en perspective. « Tu ne peux pas marier un homme noir, m'a dit ma grand-mère. J'ai arrêté d'engloutir le plat et je l'ai regardé. Est-ce que c'était ça que j'étais en train de faire? À ce moment-là, ce n'était pas tellement son racisme qui m'a horrifiée, mais plutôt l'idée qu'avoir un copain pouvait, d'une manière ou d'une autre, entraîner un mariage. Ce serait comme retourner en arrière, m'a-t-elle dit. Elle s'est relevée en chantonnant la chanson qu'elle chantonnait toujours en faisant la vaisselle. Donc voilà, c'est un peu pour mettre la table, en fait, à Tessa Mequat, à sa parole, souvent dans l'anecdote, dans le personnel, mais qui débouche vers des grandes questions universelles.
Un autre titre que je voudrais vous présenter, c'est le premier titre d'une nouvelle collection que nous lançons ici à Mémoire d'Encrier, dirigée par Marc Charon, traducteur de Ocean Vuong, collaborateur et éditeur chez Mémoire d'Encrier. Brenda Navarro, c'est une écrivaine d'origine mexicaine et son titre sera le premier titre de la collection Voces, qui est une collection qui met de l'avant les écrivains hispanophones et latino-américains. On voulait vous faire découvrir ces voix-là de tout un autre continent, toute une autre langue. Brenda Navarro écrit Maison vide dans la traduction de Sarah Laberge Moustad et c'est un roman absolument frappant de deux femmes, une qui perd son enfant est enlevé, et l'autre femme, celle qui a enlevé l'enfant. Et ce sont deux perspectives, deux voix sur la maternité, sur le fond de la violence domestique, sur le fond politique et social du Mexique contemporain. Brenda Navarro est considérée comme l'une des grandes voix d'une nouvelle génération latino-américaine, mexicaine. Nous sommes très excités de vous introduire cette voix en français chez nous à Mémoire d'Encrier. Alors, je suis très excitée de vous parler d'un autre roman de Jean-Claude Charles, Ferdinand, je suis à Paris. Mémoire d'Encrier reprend toute l'œuvre de Jean-Claude Charles et voilà son roman Ferdinand, je suis à Paris avec une préface de Patrick Chamoiseau. Ferdinand reprend en fait la suite du roman Manhattan Blues et voilà l'amoureuse Jenny de Ferdinand qui quitte New York et vient visiter à l'improviste Ferdinand et voilà que l'aventure commence. Et comme tous les romans de Jean-Claude Charles, nous sommes dans la vie urbaine, nous sommes dans l'écriture jazz, nous sommes dans le rythme, nous sommes dans une écriture absolument magnifique. J'ai très hâte que vous découvriez ce roman. Le premier texte que j'ai envie de vous présenter, c'est L'abattoir, c'est chez nous. Et l'autrice, c'est Fiorella Boucher. C'est un nom que vous ne connaissez pas. Et c'est ce que, à chaque saison, on essaie de faire, de vous présenter des auteurs et des autrices que vous ne connaissez pas. Donc, Fiorella Boucher, c'est la découverte Mémoire d'Encrier de la saison. Je laisse à Fiorella le soin de vous présenter son recueil, son merveilleux recueil, L'abattoir, c'est chez nous. Bonjour, c'est Fiorella. J'ai écrit L'abattoir, c'est chez nous. Chez nous, j'aime bien parce que ça donne tout de suite l'idée d'être en famille. Tu n'es pas toute seule, tu fais partie de quelque chose de plus grand. Donc, c'est mon récit de famille et c'est ma recherche d'identité entre deux héritages qui se parlent pas, je l'ai dit comme ça. C'est mes héritages européens et mes héritages autochtones du Paraguay. Donc, mon point de départ, c'est quand ma grand-mère est décédée, j'ai voulu qu'on ait une petite chanson, un petit quelque chose. Et ma façon, c'est la poésie. Mais pour cela, j'avais besoin de parler de l'égarement, de la perte d'identité. Donc, j'ai fait d'abord tous ces chemins-là pour pouvoir arriver à faire cette petite chanson pour ma grand-mère. Et c'est ça dont je parle, c'est ça dont il est question. Ça commence avec c'est quoi l'identité que mon père m'a donnée et ça veut arriver à c'est quoi l'identité de moi qu'on ne voit pas par ma couleur de peau, par mon nom de famille, par où je suis. Donc, c'est essayer de réparer l'égarement. Et je vais vous lire un extrait, c'est mon premier poème. Il y a trop de cadavres qui étouffent sous les piliers de cette maison où ma mère a embrassé mon père pour qu'on puisse songer à l'amour. Il nous faudrait sa mort, une autre terre et 4 siècles encore. Donc voilà, c'est ça l'abattoir, c'est chez nous. C'est une recherche d'identité. C'est un récit familial qui s'imbrique dans mon identité nationale un peu dispersée entre le Paraguay, l'Argentine et maintenant ma nouvelle maison ici au Québec. Un deuxième recueil, un deuxième livre autochtone, c'est Jean Sioui. Jean Sioui, c'est l'aîné de la communauté Wendat. On a beaucoup travaillé avec Jean Sioui sur d'autres textes. Et donc, Jean Sioui, comme aîné, nous présente un livre merveilleux
Au couchant de la terre promise. Ce livre est dédié aux enfants de George et Chakwan. Et on connaît toute l'injustice subie par les peuples autochtones. Et c'est la première fois que je lis tant d'empathie entre les communautés autochtones. J'ai eu l'impression, en le lisant, toutes les nations autochtones se mettent ensemble pour frapper à la porte de la justice. Léane Betasamosake Simpson, c'est un nom que vous connaissez. On a publié d'elle Cartographie de l'amour décolonial. On a publié d'elle et on se perd toujours par accident. Et cette fois, on vient avec un titre que je considère vraiment majeur. Nopiming, retenez bien ce nom, Nopiming, remède pour guérir de la blancheur. Nopiming, les nous parlent de Nochimit à l'intérieur des terres, donc c'est dans les bois, c'est dans la forêt que cela veut dire en langue anishinaabe. Je n'ai pas d'adjectif, je n'ai pas de déterminatif pour parler de ce livre, mais ce que je sais, c'est un livre marquant, c'est un livre qui va vraiment entrer dans la littérature québécoise, dans la littérature canadienne, dans la littérature des Premières Nations, comme un marqueur d'une manière de raconter. À Mémoire d'Encrier, on parle toujours de nouveaux narratifs, et ce livre de Léane Simpson, Nopiming, représente bien ce que sera la littérature du futur. Donc, je pense que ça va faire du bien à notre corps et à notre esprit, ce livre Nopiming. Je vais vous présenter un titre de Limarakol. On connaît Limarakol pour son premier roman, Le Chant de Corbeau, traduit chez Mémoire d'Encrier par Joanie Desmeuse. Et cette fois en récidive avec un autre livre, c'est Le Chant de Célia. En fait, les deux livres se répondent, Le Chant de Corbeau et Le Chant de Célia. Comme on parle beaucoup des enfants autochtones, comme on parle beaucoup du pensionnat, donc c'est un livre qui nous montre ce que c'est la condition autochtone. Et je vous invite à lire Le Chant de Célia parce qu'on va sentir la perspective autochtone, la perspective des Premières Nations dans ce roman fabuleux. J'aimerais bien vous parler aujourd'hui de un livre que j'écris avec Rodney Saint-Éloi qui s'appelle « Les racistes n'ont jamais vu la mer ». Alors, Rodney Saint-Éloi et moi voulions partager avec vous nos conversations autour de nos expériences du racisme, mais aussi du vivre ensemble, de l'exil, de l'immigration. Nous voulions partager avec vous aussi comment nous voyons la mer, nous, les peuples de la mer. Les racistes n'ont jamais vu la mer. Et ce que je dis à Yara au départ, quand on écrit ce livre, c'est que dans ce livre, on ne parlera pas simplement de racisme. On parlera de la vie. Et ça commence par nous, ça commence par nos expériences de vie. Et ce livre s'adresse à qui? C'est pas qui est raciste, qui n'est pas raciste. Ce livre s'adresse à tout le monde. C'est une conversation comme autour du feu, parce que je pense que il faut qu'on en parle. La conclusion pour ce livre, c'est que c'est un livre nécessaire, donc il faut qu'on se parle. Et entre gens racisés, Yara et moi, on a eu le courage de parler de nous et de parler de vous. Donc c'est un livre qui nous appartient. C'est pas simplement le livre de Yara et de Rodney, je pense que c'est le livre du Québec. Le Québec qui accepte de citer le mot racisme et le Québec qui accepte de poser toutes les questions que pose ce petit mot racisme. Pour conclure, j'aurais aimé dire merci à toutes les lectrices, aux lecteurs de Mémoire d'Encrier. Toutes les saisons, comme les boulangers font du pain, nous faisons du livre. Et nous avons eu l'impression d'avoir répondu à l'appel de la grande communauté québécoise en vous offrant ces 9 titres. Merci à vous, merci aux libraires, merci aux lectrices et aux lecteurs. Alors bonjour, je m'appelle Patrick Poirier, je suis le directeur général des presses de l'Université de Montréal. Merci encore d'être présent pour notre petit événement traditionnel organisé par nos distributeurs Gallimard Socadis. C'est toujours apprécié. Les presses de l'Université de Montréal sont d'autant plus reconnaissants à l'égard du travail des libraires qu'on n'est pas une
maison d'édition qui publie des livres qui sont destinés à un très, très large public. Par contre, on a certains ouvrages, certains titres qui peuvent intéresser un plus grand lectorat et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Je commence d'emblée par vous présenter deux titres qui sont parus dans la collection, ou plutôt qui vont paraître dans la collection Le Monde en poche. C'est une collection qui est justement destinée à un plus grand lectorat. Ce sont des petits ouvrages de 60 pages, de courts essais qui sont préparés par des spécialistes qui abordent une question précise d'actualité. Je suis particulièrement heureux parce que on voit deux nouveaux titres cette année qui vont paraître cet automne, dont un qui s'intitule Le Yémen, dont l'auteur est Thomas Junot. Et c'est un livre que j'attendais moi personnellement parce que si vous connaissez l'actualité, le Yémen en ce moment c'est un bordel. À l'échelle politique, c'est vraiment un cauchemar. Et moi j'avais besoin de mieux comprendre ce qui se passait là. Alors c'est ce que Thomas Junot fait. Je crois qu'il le fait de manière très très claire, très accessible. On peut comprendre donc le rôle que joue l'Iran au Yémen et le rôle que joue l'Arabie Saoudite au Yémen. Et par interposition, la Russie et les États-Unis. Et donc toute la panoplie des acteurs qui depuis 1995 font le trouble au Yémen. Donc, pour bien comprendre ce qui se passe, je suggère fortement cet ouvrage. Le deuxième titre de la collection qui va paraître, c'est un ouvrage de Frédéric Guillaume Dufour. Il s'intitule « Les peuples sont-ils de droite ?» Alors, essentiellement, ce que M. Dufour nous propose, c'est une meilleure compréhension de ce qu'est le populisme. À prime abord, on a souvent associé le populisme au fascisme, au nationalisme, aux grands excès autoritaires de certains pays. On pense tout de suite à Donald Trump, on pense à Bolsonaro au Brésil. Eh bien, M. Dufour, donc, se penche sur la question, nous explique de quoi il en retourne et est-ce que, à cause de cette conception qu'on a du populisme, il faut pour autant déduire que le peuple, lui, est de droite, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Donc, un ouvrage très intéressant, surtout en ce moment. Donc, pour rester en politique, un titre d'un autre auteur connu et qui va sans doute intéresser un plus grand lectorat, c'est Jocelyn Coulon, qui est un commentateur politique qui intervient souvent sur la place publique. Alors, le livre qu'il nous propose, c'est Un pays à la recherche d'une identité. Le pays en question, c'est bien entendu le Canada. Et ce que M. Coulon fait, dans le fond, c'est de montrer à quel point la position politique du Canada à l'égard de la politique internationale a changé depuis l'ère de Trudeau père. On assiste à un léger détournement de ce qui se passait et de la façon dont le Canada était perçu à l'international, parce qu'on a toujours été perçu comme un pays qui était tourné vers l'international, qui avait une implication internationale. Alors depuis quelques années, et c'est une politique que partageait tant M. Martin que M. Harper, on fait plutôt face à un certain continentalisme, c'est-à-dire que on se recentre sur nous-mêmes un peu à la façon dont les États-Unis l'ont fait. Alors, M. Coulon explique tout ça et il montre c'est quoi les impacts que ça peut avoir, notamment le fait qu'on n'a pas obtenu le siège tant désiré aux Nations Unies il y a quelques années. Deux titres dans la collection PUM, notre collection générale. Un d'un auteur qui lui aussi est connu du grand public. Il s'agit de Pierre Anquetil. Ce qu'il nous propose, c'est un livre intitulé Anti-judaïsme et nazisme, le cas du journal L'Action catholique 1931-1939. Alors vous allez comprendre que avec un titre pareil, Pierre Anquetil, ce qu'il fait, c'est évidemment à l'aide des articles publiés dans l'Action nationale, mais aussi à l'aide d'autres sources documentaires, il trace un portrait pas particulièrement plaisant de la réaction des Québécois francophones eu égard à l'immigration du début des années 30, parce qu'on a commencé à avoir une sérieuse immigration juive notamment de l'Est européen, mais aussi irlandaise, chinoise. Et donc, à travers les articles de l'Action nationale, ce que Pierre Anquetil démontre, c'est à quel point, dans le fond, l'Église jouait un rôle très important au niveau d'un certain conservatisme au sein des élites canadiennes françaises. Donc, un portrait peu flatteur, mais important à comprendre pour bien mesurer tout le passé qui est le nôtre. Un autre titre qui aborde la question du racisme et que je trouve particulièrement fascinant et qui, là encore, je crois, peut intéresser un grand public, c'est un livre de Madame Catherine Larochelle. Il s'intitule « L'école du racisme, la construction de l'altérité à l'école québécoise de 1830 à 1915. » Donc, c'est un portrait, une analyse de la façon dont l'altérité, donc la perception qu'on a d'autrui, a été construite par l'école publique au Québec. C'est fascinant. Elle est allée décortiquer des archives de manuels de cours scolaires, donc ce qu'on
donnait à étudier aux étudiants. Elle a analysé les travaux des étudiants, elle a analysé plusieurs sources inédites, non seulement chez les francophones, mais aussi chez les anglophones, pour démontrer à quel point on n'était pas dans une perspective nationaliste au 19e siècle, mais dans une perspective coloniale, c'est-à-dire qu'on cherchait à bâtir l'identité du blanc civilisé confronté à l'altérité des autres. Et là, je vous laisse évidemment deviner qui sont ces autres: les Autochtones, les personnes racisées, les Noirs, etc. Donc, quand on parle de questions d'actualité comme le racisme systémique, c'est un livre fondamental parce qu'il montre justement à quel point ce racisme systémique-là a été construit aussitôt qu'au 19e siècle et de façon systématique. Donc, un livre vraiment intéressant, je vous le suggère. Et enfin, 2 titres importants. Un qui va paraître dans la collection Art+, une collection que j'aime beaucoup. C'est un livre qu'on attend depuis un certain temps. Il s'intitule François-Marc Gagnon et l'art au Québec. François-Marc Gagnon, c'est une figure très importante pour l'histoire de l'art au Québec. On peut même dire que c'est un peu une figure de père fondateur de cette discipline-là. Il a intervenu dans les médias de manière régulière pendant un certain nombre d'années et l'équipe dirigée par Gilles Lapointe et Louise Vigneault parvient à montrer à quel point il a eu un rôle important dans notre conception de ce qui était l'art, mais aussi des arts visuels. Et donc, c'est un livre à la fois hommage, mais qui nous permet aussi de comprendre la place de l'art au sein du Québec, au sein de la société. Et à travers la figure donc tutélaire de François-Marc Gagnon, un livre fascinant, évidemment très bien illustré, très beau, je vous le suggère. Et enfin, un dernier titre qui va sans doute plaire à mes amis libraires, c'est un livre de Monsieur Michel Porret, un court essai qui paraît dans notre collection Champs libres. Il s'intitule Tintin, voilà des années que je lis tes aventures. Alors, le livre de Michel Porret, oui, il est accessible à un grand public. Pourquoi il l'a écrit d'ailleurs? Il l'a écrit pour son fils. C'est un genre de legs qu'il fait à son garçon. Et il lui explique à quel point Tintin a eu un impact au sein de la société. C'est-à-dire l'influence que Tintin a pu avoir dans la façon, premièrement, dont on conçoit c'est quoi un journaliste aventurier, mais aussi au niveau du rayonnement de Tintin à travers diverses sources médiatiques et la façon dont donc la figure de ce personnage a informé dans le fond la société et la culture en Occident à tout le moins. Donc c'est ce que j'avais à vous présenter pour notre rentrée d'automne. On a évidemment d'autres titres que l'équipe de Gallimard Socadis vont vous présenter, mais ça c'était vraiment les titres qui à mon avis pouvaient intéresser un plus large lectorat et qui pouvaient trouver preneur dans vos offices et librairies. Donc merci encore pour votre collaboration, on compte sur vous. Bonne rentrée. Bonjour, je suis Marie-Claude Pouliot, éditrice chez Fronfroid Nouvelle Adresse. Et je suis Renaud Plante, éditeur chez Nouvelle Adresse et Fronfroid. Donc, après une première année complète chez Gallimard, on vous revient cette année avec une nouvelle saison d'automne très fun. Donc, le premier titre qu'on fait, en fait, qui va être le seul titre de la saison chez Fronfroid, c'est La Petite Révolution de Boom, qui est un livre qui est paru d'abord en 2012, en fait. Et là, comme on épuise le tirage, on a décidé d'en faire une nouvelle édition parce que Boom a vraiment pris du galon à travers les années. Elle a fait beaucoup d'autres livres, mais ça, c'était vraiment son premier livre. Donc, on la connaît d'abord pour les boomeries, qui sont des sketchs très drôles et anecdotiques. Mais ce livre-là, La Petite Révolution, est vraiment comme sur un autre ton. On est comme dans une époque, en fait, qui pourrait ressembler à une ville de l'ex-URSS totalitaire. Et elle met en scène Florence, une petite fille de 10 ans qui est orpheline et qui se bat pour sa vie, en fait, qui dort jamais au même endroit, qui se bat pour manger, pour trouver de la nourriture. Elle est là avec son petit ami qui est aussi un petit orphelin. Puis on la suit comme dans ce monde-là et elle vit elle-même sa petite révolution, en fait, tout en accompagnant des révolutionnaires dans ce monde-là. Et tout ça sur le fond du Déserteur de Boris Vian, en fait, parce que c'est une toute petite fille qui tripe sur cette chanson-là, donc ça reste aussi comme la toile de fond du livre. C'est beaucoup plus triste, touchant que ce pourquoi on la connaît habituellement, mais c'est un livre donc qui est paru il y a 10 ans, qui a encore beaucoup à donner, puis qui a clairement pas atteint son plein potentiel de lecteur. Donc, on le refait avec une nouvelle couverture, une nouvelle préface, et ce sera en librairie en septembre. Notre deuxième titre de la saison, ce sera donc chez Nouvelle Adresse. C'est un titre de Philippe Girard qui avait signé notre premier titre au catalogue Un jour de plus. Donc, Philippe, c'est un auteur qu'on aime beaucoup dans la maison. On est vraiment content de faire un nouveau livre de lui. Je rappelle que cette année, entre autres, il a sorti Léonard Kuhn, qui est un grand succès. Donc, on est content maintenant de le rapatrier dans notre maison. Donc, son plus récent livre qu'on fait paraître s'appelle Le
Starczek, en polonais, en fait, un mot qui voudrait dire vieillard. Donc, c'est Philippe Girard qui s'en va faire une résidence à Cracovie pour un mois. Donc, Philippe part vraiment content en étant comme « Ouais, je vais faire une résidence, ça va être extraordinaire. Puis en plus, je m'en vais en Pologne, paver la voie pour la littérature québécoise. » Il reçoit son horaire, il va rencontrer tout plein de traducteurs, des gens du milieu là-bas. Il met plein de sirop d'érable dans sa valise, plein de livres de Dany Laferrière. Il est trop content. Puis, il arrive donc en Pologne et personne n'est là pour l'attendre. C'est vraiment pas tellement un lieu qui l'attendait. Ils le mettent dans un appartement, mais sinon, personne ne lui parle jamais. Philippe vit ça avec beaucoup de « mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Est-ce que ça a rapport avec mon lien à la religion que je parle toujours dans mes livres? » Donc, il finit par apprendre beaucoup sur la Pologne, en fait, à parler beaucoup de, justement, leur lien à la religion, à visiter Auschwitz, les camps de concentration, à aller visiter une mine de sel, puis tout en se promenant dans cette ville-là, puis en ressentant beaucoup d'hostilité et de solitude, il met beaucoup ça en lien, en fait, avec l'hostilité et la solitude de la Pologne. C'est un livre qui est vraiment le fun, qui pourrait peut-être dans la carrière de Philippe ressembler au Ravin qu'il avait fait paraître il y a plusieurs années. C'est en noir et rouge. Il y a beaucoup d'éléments exploratoires de la bande dessinée comme Philippe sait le faire. Donc, beaucoup d'effets un peu, de grandes pages, d'extrêmement beaux panoramas, en fait, de la ville, tout en étant très exploratoire par rapport au narratif de la bande dessinée. Un peu plus tard dans l'automne, on va sortir le nouveau livre de Bach, Tant pis pour les likes. Après avoir fait plusieurs collaborations dans les dernières années, elle revient avec une nouvelle auto-fiction, un peu comme elle l'avait fait dans le cadre de sa série C'est pas facile d'être une fille. Cette fois-ci, bon, elle s'intéresse un peu à la place que prend les médias sociaux dans notre vie, dans sa vie, mais c'est un thème tellement universel que tout le monde va se reconnaître. Son personnage décide de se retirer des réseaux sociaux pour une période de 1 mois au départ. Et elle va se rendre compte que c'est un peu plus difficile qu'elle le croyait. C'est vraiment comme une addiction, comme les fumeurs. Elle va essayer de trouver des moyens pour détourner. Par exemple, elle était avec une amie. Elle demande de prendre des photos d'elle pour les mettre sur ses réseaux sociaux. Bref, on retrouve vraiment le ton qu'elle avait dans sa série à succès. C'est pas facile d'être une fille. C'est humoristique. C'est vraiment de la continuité. C'est le même personnage. C'est elle, une jeune illustratrice dans la trentaine avec son chum, ses enfants, sa famille. C'est rempli d'humour et vous allez assurément le voir passer sur les réseaux sociaux. Bref, ça conclut la présentation de nos titres pour l'automne. Au plaisir de vous croiser donc dans un salon ou en librairie et de parler de nos livres. Bonne lecture! Bonjour, mon nom est David Sénéchal, je suis directeur éditorial des éditions Fides et je suis heureux pour une deuxième année de venir vous présenter le programme éditorial de l'automne. Je voulais prendre quelques instants tout d'abord pour vous remercier, libraires et bibliothécaires, d'avoir donné une place de choix aux ouvrages du printemps chez Fides. Je pense entre autres au Silence des Pélicans de Jean-Louis Blanchard, à Kitsch Québec de Roxane Arsenault et Caroline Dubuc et à Poutine Nation de Sylvain Charlebois. Alors merci encore. Pour commencer le programme de l'automne 2019, j'aimerais débuter avec les essais. Le livre « Que veulent les véganes? La cause animale » de Platon au mouvement antispéciste. C'est un véritable tour de force que les deux autrices ont réussi ici, c'est-à-dire résumer plus de 2000 ans de pensée et de réflexion sur le droit des animaux. Les deux autrices, engagées dans la cause et le droit des animaux, nous proposent un ouvrage concis et bref, bien vulgarisé, qui couvre l'ensemble des grandes théories sur le sujet. De la philosophie grecque à celle des Lumières, en passant par le féminisme et l'écologisme, les deux autrices nous proposent un ouvrage qui s'éloigne du militantisme, ce qui en fait l'ouvrage idéal pour toute personne qui aimerait en savoir plus sur l'histoire du droit des animaux. Le second essai dont je voudrais vous parler, il s'agit du livre « Pour une langue française sans sexisme, petit traité pratique pour un usage au quotidien ». Lorsqu'il est question de langue française, on s'entend qu'il est difficile de faire consensus. C'est tout d'abord une réflexion sur la désexisation de la langue française qui trouve sa source dans des principes de simplification de la langue et de son usage au quotidien. Mais c'est surtout et aussi une sélection de stratégies viables, congrues, commodes et surtout applicables facilement par la majorité. Pour une langue française sans sexisme, c'est assurément une voie qui est prometteuse et inspirante pour une langue de demain, celle qu'on utilise vraiment au quotidien. C'est définitivement un ouvrage pratique. Le troisième ouvrage dont j'aimerais vous parler, il s'agit du livre « Territoire habité, territoire imaginé ». C'est une nouvelle venue dans la délicate collection Carnet, Rita Lapierre-Otis, artiste multidisciplinaire. À travers Territoire habité, territoire imaginé, Rita Lapierre-Otis pose un regard simple sur le territoire qu'elle habite, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais aussi sur des lieux poétiques, réels, fictifs, imaginaires,
où se mêlent art visuel, photographie, poésie et voyage. Au centre de tout ça, un questionnement sur la vie, mais aussi sur la mort. Un livre délicat à savourer doucement. Maintenant, pour le volet littéraire, je suis très heureux de vous présenter le nouveau livre de Mélanie Calvé. Vous êtes plusieurs à attendre le nouveau Mélanie Calvé à chaque automne. Cette fois-ci, elle est de retour avec son roman Léonie et Victoria. Mélanie Calvé campe l'histoire de son nouveau roman dans le Montréal des années 40. Léonie, jeune campagnarde qui vit une relation orageuse avec sa mère, quitte sa campagne natale pour venir s'établir à Montréal. Elle habitera chez Madame Carpentier, une logeuse haute en couleur, protectrice des pauvres désœuvrés du quartier. C'est en compagnie de Victoria, sa voisine de chambre, qu'elle découvrira tout un univers dont elle ignorait l'existence. Une fois de plus, Mélanie Calvé saura toucher les cœurs avec des personnages hauts en couleur et surtout plus vrais que nature. Suite au beau succès qu'a rencontré le premier tome de la série Shinobi, ici, mais aussi en France, Francine Tremblay est de retour avec le deuxième tome de cette magistrale saga historique. Bravoure, justice et loyauté, ce sont les thèmes forts qui habitent cette œuvre épique. L'autrice nous fait découvrir une culture riche et millénaire à travers la figure emblématique et pratiquement mythologique, celle du ninja. Dans ce deuxième tome, on poursuit notre incursion dans le Japon médiéval en compagnie du personnage principal, Fujiwara no Chikada. Déterminé plus que jamais à faire valoir les droits des plus faibles, Chikada mettra tous les efforts possibles afin de faire monter la révolte et enfin confronter les troupes de l'empereur. C'est une lecture immersive, c'est une proposition littéraire bien originale dans le paysage littéraire québécois. Terre d'aucun homme de Patrick Bouvier. Bouvier nous offre ici un roman court et surtout d'un réalisme désarmant. On est en 1914, dans les tranchées, quelque part en Europe au début de la Grande Guerre. Aux frontières de ce No Man's Land, dans lequel on est définitivement terré avec les soldats, dans une mer de barbelés, dans le froid, la faim, la vermine, c'est le destin de deux hommes qui sera à jamais lié qui nous est raconté. Terre d'aucun homme, c'est un roman parfois dur, parfois troublant, mais c'est avant tout un roman sur l'amitié entre hommes. Avec une écriture sensible, Patrick Bouvier réussit à percer les confins de la barbarie et à en faire ressortir définitivement toute une poésie. C'est une lecture qui m'habite encore aujourd'hui. Du côté de la collection Bibliofides, vous connaissez un peu la collection, évidemment, qui accueille à chaque année des œuvres classiques, de la littérature, des essais aussi. On est heureux de nourrir cette collection avec des œuvres plus contemporaines. Cette fois-ci, nous sommes heureux d'accueillir « Si la langue française m'était comptée » de Magali Favre. Alors, c'est un ouvrage qui était à l'origine destiné au public jeunesse, mais qu'on a décidé de porter maintenant dans un petit format accessible pour tous. Et on découvre l'origine des mots de la langue française. Alors, construit comme un dictionnaire avec une multitude d'entrées, on découvre les origines arabes, anglaises, latines, grecques de la langue française. En même temps, c'est un véritable voyage dans le temps à travers toutes ces cultures. On y découvre toute la richesse de notre langue française. Un livre définitivement pour les amoureux des mots. Toujours chez Bibliofides, Billy de qui de Sonia Perron. Prix découverte du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On est vraiment heureux de pouvoir accueillir cette œuvre contemporaine dans la collection Bibliofides. Ancienne journaliste et animatrice à Radio-Canada, Sonia Perron a passé une bonne partie de sa carrière à s'intéresser aux questions et aux réalités autochtones. Ce premier roman, il est basé sur une histoire vraie, celle d'un homme dont l'enfance a été volée dans les pensionnats autochtones. C'est donc le destin tragique d'un homme qui nous est raconté à travers les mots de Sonia Perron. C'est définitivement un roman poignant à lire cet automne. Et pour terminer cette présentation, j'aimerais vous parler d'un ouvrage qui me tient particulièrement à cœur, un ouvrage sur lequel on travaille déjà depuis plusieurs années, celui de l'artiste en art visuel et auteur Marc Séguin. Mais avant tout, j'aimerais laisser la parole à Marc. Alors, Marc? Bonjour. Je m'appelle Marc Séguin. Je suis ici pour vous parler d'un projet sur lequel, avec Fides, on travaille depuis quelques années, qui s'appelle L'Atelier. Un gros livre qui parle de ces endroits qui, comme artistes, nous définissent, nous font exister, qu'on investit pour produire des œuvres, parce que dans cet étrange état d'artiste-là, on a besoin d'une place pour condenser nos idées et les transformer en objets. Puis c'est souvent dans les ateliers qu'on trouve notre identité, qu'on parvient à faire sortir les idées d'une tête, d'une manière abstraite à un monde concret. Donc un livre qui trace et qui a suivi pendant quelques années les différents ateliers que j'investis, que j'utilise pour produire des œuvres, qui soient à ciel ouvert, sur des îles isolées ou en pleine urbanité à Brooklyn.
avec des photographies magnifiques de Maude Chauvin et Caroline Perron, qui ont aussi pris part à ce projet-là depuis le début. Alors et agrémenté aussi de photos d'archives, de textes, d'un journal d'atelier aussi, en espérant que ça puisse offrir une vue, tu sais, ouvrir une fenêtre sur sur ces lieux qui, moi, depuis maintenant plusieurs années, me définissent et disent qui je suis. Et par extension, peut-être aussi un petit peu le monde dans lequel on vit. Voilà. Donc l'atelier, quelque part à l'automne, un gros livre. Lire la littérature et la poésie de Marc dans un aussi beau grand format, c'est définitivement un privilège. L'atelier, le livre, c'est effectivement un beau gros livre, comme Marc le dit. De New York à Montréal, en passant par l'île aux grues, c'est tout l'univers de l'artiste qui a été magnifiquement saisi par les deux photographes. Entre le journal de bord et l'éditorial, Marc Séguin nous surprend une fois de plus avec l'audace simple de ses textes. C'est aussi un livre ludique, parce qu'on pousse même l'audace à vous inviter, les lecteurs, à venir laisser votre patte, votre coup de crayon dans les pages blanches, volontairement laissées ainsi, ou même à compléter les croquis que l'artiste a réalisés expressément pour l'ouvrage. Alors, oserez-vous le faire? Alors voilà, je vous remercie. C'est ce qui complète le programme éditorial des éditions Fidèles de l'automne 2021. On espère évidemment se revoir bientôt pour un lancement. Partagez un verre. Merci, à bientôt. Bonjour, je m'appelle Erwan Le Seul, je suis le directeur de l'édition d'Édito. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter les enjeux de notre rentrée. Si vous ne le savez pas encore, c'est désormais une seule et même équipe qui travaille aux publications d'Édito et de Flammarion Québec. Chapeautée par Florence Noyer, notre équipe est composée de 6 personnes. Alors, je travaille désormais avec Ingrid Remazeille, Anne-Saskia Barthes, Jean-François Lebel, Marie-Claude Barrière et Lorraine Guillemin. Pour le volet jeunesse, j'ai le plaisir de travailler main dans la main avec Gilda Routy. Cet automne, notre rentrée est exclusivement québécoise et c'est Ingrid qui vous présente elle-même le premier titre. Bonjour tout le monde, je m'appelle Ingrid Remazeille, je suis directrice éditoriale. Isabelle Laflèche et Christine Michaud, qu'on ne présente plus dans le domaine de la psychologie positive et du développement personnel, unissent leur sensibilité et leurs connaissances et proposent cet automne un guide bien-être pour les jeunes femmes de 18 à 25 ans. Elles ont eu l'idée quand elles ont reçu de nombreux témoignages de jeunes femmes aux prises avec des doutes et beaucoup de remises en question exacerbées par la pandémie. Inspirées par mon projet Bonheur, les autrices partagent expériences, conseils, outils pratiques et exercices et tests autour de thèmes d'actualité chers aux jeunes femmes comme l'influence, l'intimidation, les réseaux sociaux, comment surmonter l'anxiété et la peur, mais aussi développer son intuition et inclure la gratitude dans sa vie. C'est le temps de briller, outils et conseils pour t'épanouir et être heureuse a pour mot d'ordre, comme vous l'avez deviné, acceptation de soi, estime de soi, confiance et empowerment. Le ton résolument positif et bienveillant des autrices est accompagné par une mise en page colorée, audacieuse et dynamique soutenue par les illustrations de Lily Graffiti, une illustratrice montréalaise. Nous espérons chez Édito que ce guide aidera de nombreuses lectrices à briller de leur plein potentiel. Bonne rentrée à tous. Anne Panassoc a été journaliste à la télévision de Radio-Canada pendant près de 40 ans et elle a passé 10 années à l'émission Enquête. Cet automne, elle publiera un essai qui arrive tristement à point nommé, à Ouassat, à la recherche des enfants disparus. Le gouvernement québécois vient de nommer Anne Panassoc conseillère spéciale dans le dossier des enfants autochtones disparus dans des établissements de santé québécois. Anne a préparé une vidéo spécialement pour vous. Des enfants disparaissent lors de leur séjour à l'hôpital. Certains meurent, d'autres sont adoptés, mais aucun parent ne sait ce qui est arrivé à son enfant. Il s'agit de Premières Nations, d'Innu, d'Atikamekw, d'Anishinaabe, qui pleurent encore la disparition de leurs enfants. J'ai pu en retracer quelques-uns, mais plusieurs demeurent introuvables. Jamais oubliés, par contre. Parfois, les missionnaires au blanc ont joué un rôle dans ces disparitions. Ils avaient un énorme pouvoir dans les communautés et certains en ont profité pour agresser sexuellement femmes et enfants. J'ai pu documenter les agressions sexuelles commises par 10 Oblats dans 8 communautés. Certains d'entre eux avaient déjà agressé sexuellement les enfants dans les pensionnats dont on a découvert l'horreur avec les 215 dépouilles à Kamloops. Dans ce livre, les Autochtones brisent le silence. De victimes, ils deviennent survivants et retrouvent une certaine dignité.
Rachida Azzouz est essayiste, psychologue et spécialiste des relations interculturelles. Dans ses 2 précédents livres, elle s'est attaquée à la question du vivre ensemble et de l'importance du débat de société intelligent. Dans ce 3e livre, elle s'intéresse au racisme et aux antiracismes. Dans la prochaine vidéo, Rachida nous propose de penser le passé pour mieux penser l'avenir. Bonjour, jamais 203. Après Le vivre ensemble n'est pas un rince-bouche et Pas de chicane dans ma cabane, je vous présente le 3e volet de ma trilogie consacrée au débat identitaire au Québec et au Canada. Dans le premier volet, je me suis penchée sur les modèles politiques d'aménagement du pluralisme, leur pertinence, leurs limites, mais également les tensions entre les différents modèles. Dans le 2e volet, j'ai illustré la polarisation du débat au Québec à travers des controverses comme celle sur la laïcité, l'appropriation culturelle ou encore l'enseignement de la sexualité à l'école. Dans ce dernier volet, je vais me pencher plus spécifiquement sur le racisme et les discriminations, sous toutes leurs formes. Le lexique, le vocabulaire, les différents courants de pensée, mais également les tensions et les divergences entre antiracistes, car il y a bien entendu plusieurs façons de nommer le racisme, de le dénoncer et d'éduquer et de sensibiliser au racisme et aux discriminations. On change résolument de ton pour le prochain livre. Sophie Fauché a publié chez Édito 3 albums jeunesse autour de son idole Frida Kahlo. 3 albums qui ont rencontré beaucoup de succès dans vos librairies. Dans ce prochain livre, elle s'adresse aux adultes et nous propose des textes d'humeur et d'humour dans La vie m'amuse. Et dans la vie, tout amuse Sophie. Le bingo radiophonique aux îles de la Madeleine, son expérience désastreuse du golf ou encore les dégâts d'eau. Tout est prétexte à beaucoup d'humour et à de nombreuses exagérations. Les textes de Sophie sont illustrés par son ami Pierre Brassard, animateur, humoriste, comédien. Au fil des pages, leurs 2 plumes se répondent dans un joyeux dialogue. Sophie et Pierre ont tourné une vidéo pour vous, ils vont vous en dire un petit peu plus sur le sujet. Sophie, t'as encore eu une idée de génie. Enfin, j'ai fait du ménage pendant cette année et je me suis rendu compte que depuis le temps où je raconte des histoires, des bêtises, des choses bien parfois, des choses sensibles, de mes coups de cœur, j'avais de quoi peut-être faire un livre pour les grands, mais surtout, quand j'ai eu l'idée de faire signe à mon ami Pierre Brassard pour qu'il fasse les illustrations et qu'il a dit oui, alors là j'ai dit on se lance. Ah oui, je me suis dit c'est un prolongement puisque ça vient de la radio, mais moi comme dessinateur, j'ai relu des textes, j'ai de nouveau été touché, pas parce que t'es là, mais j'ai repris finalement un autre sens par rapport au travail, donc je trouve que c'est une très bonne idée. Et c'est réciproque comme plaisir, parce que moi, avec ces dessins, il me doit tout à coup sur quelque chose auquel moi je n'avais pas forcément pensé. Donc, ce sera un beau livre, fait avec cœur, amitié et dans un élan et qui va faire du bien. Et le titre, trouvé par Pierre, La vie m'amuse. Oui. Bon, pas tous les jours. Non, pas tous les jours. Mais quand même plus que souvent. On rit, on pleure, on apprend. À la moindre émotion. Oui. Et en couleur noir et blanc, et un beau... Touche de rouge. La pandémie a changé notre quotidien à tous. Pour certains, elle a été plus dramatique avec la perte d'êtres chers. C'est ce qui est arrivé à Christine Michaud, dont la maman a été emportée par la Covid-19 à la fin 2020. Puis, pour Christine, ce fut une séparation et le tout s'est vécu au tournant de la cinquantaine. La traversée de ces expériences lui a donné l'envie d'écrire « Choisir la joie et la légèreté ». Un livre résolument optimiste dans lequel cette spécialiste de la psychologie positive partage des stratégies simples, efficaces et originales pour rebondir et se réaligner sur son chemin de vie. Je laisse maintenant la parole à Christine. Bonjour à vous. Alors, je suis très heureuse, en même temps fébrile, de venir vous parler de mon nouveau livre à paraître, Choisir la joie et la légèreté. D'abord, il faut savoir que la fin de l'année 2020, pour moi, ça a été comme une suite de quelques tours de montagnes russes. Ça a commencé avec la mort de ma maman qui est décédée de la COVID en novembre, à la fin novembre. Ensuite, j'ai eu 50 ans, ce qui a amené un bilan, évidemment, de vie. Puis, je me suis séparée. Après ça, j'ai eu envie je me suis demandé qu'est-ce que je veux pour le reste de ma vie. C'est sûr que mes études en psychologie positive ont contribué. Je me suis appliqué ce qu'on m'avait enseigné et j'ai choisi la joie et la légèreté. Ça a été mon ultime intention. Et j'ai eu envie, en écrivant là-dessus,
de dire aux gens, ben oui, les efforts payent dans la vie, oui, il y a des choix importants à faire, il y a des actions à entreprendre, mais ça peut être tellement merveilleux au bout du compte. Alors, ça m'a appris, moi, entre autres, à hausser mon niveau d'énergie, à quitter cette posture de victime qu'on a tendance à prendre en vieillissant, d'ailleurs, à accepter mon processus de vieillissement, à le célébrer même, et enfin, ben, à comprendre qu'il y avait peut-être un ajout à la fameuse citation de John Lennon qui dit « La vie, c'est ce qui arrive quand on avait prévu autre chose. » Mais moi, je dis, ça peut être encore plus merveilleux que ce qu'on avait prévu. Alors, c'est ce que je vous souhaite à chacun de vous, puis j'en profite pour vous dire encore une fois un immense merci pour tout ce que vous faites. Ciao tout le monde. Gérald Filion anime l'émission Zone Économie à ICI RDI et le balado Questions d'intérêt. François Delorme est professeur au département d'économie à l'université de Sherbrooke. Gérald et Françoise signent ensemble leur 3e livre, Quelle planète pour nos enfants? Vers une économie juste et durable. Ils s'interrogent dans cet ouvrage sur les 2 grands enjeux auxquels nous sommes confrontés, les inégalités économiques et la crise climatique. Notre duo d'auteurs discute ici de questions d'actualité. Par exemple, la voiture électrique est-elle une fausse bonne solution? Sommes-nous prêts pour une révolution agricole? Ou encore, l'ascenseur social est-il en panne? Un livre qui s'adresse aux curieux, qui cherchent des réponses à leurs questions pour prendre des décisions éclairées et être acteurs du changement. Ainsi se termine la présentation des nouveautés d'Édito, un programme résolument québécois, comme vous avez pu le constater. Nous espérons que vous passez un été reposant et joyeux, libéré du poids des derniers mois. Nous vous souhaitons une excellente rentrée. Et pour clôturer la rencontre, voici un survol rapide des éditeurs européens. Chez Gallimard, dans La Blanche, Natacha Apana revient avec un titre « Rien ne t'appartient ». Il n'y a pas que le chagrin et la solitude qui viennent tourmenter Tara depuis la mort de son mari. En elle, quelque chose gronde comme une vague. À travers le destin d'une fille gâchée, Natacha Apana nous offre une immersion sensuelle et implacable dans un monde où il faut aller au bout de soi-même pour préserver son intégrité. Toujours dans La Blanche, le nouveau titre de Catherine Cusset, La définition du bonheur, met en scène 2 femmes, Clarisse, ogre de vie, passionnée de voyage et éternelle amoureuse. Clarisse porte en elle depuis l'origine une faille qui annonce le désastre. Ève balance entre raison et déraison, tout en développant avec son mari une relation profonde et stable. L'une habite Paris, l'autre New York. Ce roman ambitieux et puissant retrace le destin croisé de 2 femmes que tout oppose. 2 femmes unies par un lien secret. Dans la collection du monde entier, un roman de Kazuo Ishiguro, Clara et le soleil. Clara est une AA, une amie artificielle, un robot de pointe ultra performant créé spécialement pour tenir compagnie aux enfants et aux adolescents. Depuis la vitrine du magasin où elle se trouve, elle étudie le comportement des passants et nourrit l'espoir qu'un jour, quelqu'un entre et la choisisse. Dans ce nouveau roman, Ishiguro met en scène avec virtuosité la façon dont nous apprenons à aimer. Il nous parle d'amitié, d'éthique, d'altruisme et de ce qu'être humain signifie. Dans la série noire, 2 titres cet automne, avec Deon Meyer, La femme au manteau bleu. Quelle œuvre cachée est donc venue chercher dans un village paumé d'Afrique du Sud une Américaine dont le travail consistait à localiser les tableaux disparus. Son cadavre, soigneusement lavé à l'eau de Javel, a été retrouvé à l'ouest du Cap. Le tandem de choc de la brigade des Hawks est chargé de l'enquête. Dans ce nouveau roman, Deon Meyer explore un nouveau territoire, celui du monde de l'art. Joe Nesbo revient à nouveau cet automne avec un nouveau roman, Leur domaine. Roy, trentenaire taciturne et solitaire, dirige la station-service d'une petite ville norvégienne. Après des années passées aux États-Unis et au Canada, son petit frère Carl revient au pays avec sa femme. Tous les 2 ont un grand projet, construire un spa sur les terres familiales, mais le retour de l'enfant du pays ne fait pas des heureux. Dans ce roman d'une grande noirceur sur la famille, Nesbo dresse un tableau complexe des relations entre frères. Chez POL, Marie Darniosek nous offre son nouveau roman, Pour dormir. Depuis quelques années, Marie Darniosek souffre d'insomnie. Elle raconte dans ce livre l'aboutissement de 20 ans de voyage et de panique dans la littérature et dans les nuits. 20 ans de recours désespérés et curieux, parfois très drôles, à toutes sortes de remèdes, somnifères, méditation, exercices physiques, chamanisme et expédients divers. Mais ce livre est surtout hanté par une question magique, qui est-ce qui ne dort pas quand je ne dors pas? Chez Guy Meister, un livre autour d'une rumeur, True Story de Kate Reed Petty. Ce livre donc est l'histoire d'une rumeur qui enfle, se répand, façonne des vies entières.
Un roman brillant et obsédant, impossible à lâcher. Construit comme un piège machiavélique qui bouscule les certitudes du lecteur, True Story explore la fluctuante tension entre fiction et réalité et la manière dont notre société diffuse et affronte la rumeur. Karl Ove Knausgaard se lance dans un nouveau cycle autobiographique avec En automne, publié chez De Noël. Ce livre s'ouvre sur une lettre de l'auteur écrite à sa fille, Annette. Il se présente comme un journal, chaque jour étant consacré à l'observation d'un phénomène ou d'un sentiment. Ces textes racontent le monde matériel et naturel avec la précision et l'intensité fascinantes qui sont devenues sa marque de fabrique. Et pour finir, chez Globe, un roman de Douglas Stewart, Shuggie Bain. Glasgow, année 1980, sous le règne de Margaret Thatcher. Agnès Bain vit dans un quartier délabré de la ville, abandonnée par son dernier mari. Elle a trouvé refuge dans l'alcool, tous les siens l'abandonnent. Un seul s'est juré de rester, coûte que coûte à ses côtés, c'est Shuggie, son dernier fils. Mais Shuggie doit se battre aussi sur un autre front. Malgré ses efforts pour paraître normal, tout le monde a remarqué qu'il n'est pas très net. Harcèlement, brimades, injures, rien ne lui est épargné. Un roman d'une rare authenticité sur l'addiction, le courage, la famille et l'amour.